Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 27 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes, de bons réveillons, un bon réveillon en tout cas en famille. Je tenais aussi à vous informer que ce sera le dernier briefing des marchés. Je serai absent pour le reste de la semaine. Donc, encore une fois, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année avant de vous revoir à partir du 3 janvier pour une nouvelle année et de nouvelles aventures dans le briefing des marchés. Alors, pour cette dernière semaine de l'année, globalement, des investisseurs toujours absents, baisse de la volatilité, calme plat sur les marchés, la bourse de Londres qui est fermée ce lundi, comme plusieurs autres bourses comme Hong Kong et Sydney. Donc, une semaine relativement calme, à mon avis, sur les marchés, avec peu de statistiques macro qui vont tomber. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée clé. On garde quand même un œil sur la situation sanitaire. Effectivement, on a une recrudescence, enfin, une flambée de nouveaux cas, mais ça s'accompagne pas de décès. Donc ça, c'est un élément en tout cas qui rassure les marchés. On fera justement le point dans la partie graphique juste après. Ce matin, donc, petite hausse dans un marché quand même peu animé, comme je vous le disais, en cette période des fêtes de fin d'année, et rendu quand même prudent par la propagation du variant Omicron. Et effectivement, l'annulation de plusieurs milliers de vols aux États-Unis dimanche, ainsi que le retour au port, selon plusieurs médias, d'au moins 3 navires de croisière en raison des cas de Covid à bord, alimentent les inquiétudes sur les conséquences du variant sur la reprise économique, surtout si des gouvernements mettent en place de nouvelles restrictions. Effectivement, un conseil des ministres a lieu aujourd'hui et peut-être que le président Macron ou le Premier ministre Castex pourraient annoncer de nouvelles mesures pour freiner la propagation du variant Omicron. Néanmoins, les investisseurs ont quand même été rassurés en fin de semaine dernière par des études jugées encourageantes sur la virulence du variant, qui a toutefois quand même des conséquences bien concrètes. Néanmoins, les mesures de restriction sanitaire se multiplient dans plusieurs pays et aux États-Unis, où plusieurs vols justement ont été annulés puisque plusieurs membres d'équipage ont été touchés par le Covid. Néanmoins, comme je vous le disais, on a certes une envolée du nombre de cas, mais cette envolée ne s'accompagne pas avec des décès importants. En tout cas, j'ai un graphique à vous montrer dans la partie macro, ce qui montre que les marchés restent quand même en mode espoir et ce qui explique pourquoi les bourses continuent de monter. Séance assez calme puisque Londres restera fermée ce lundi, comme Hong Kong et Sydney, donc les grosses places boursières fermées ce lundi. Wall Street qui était fermée vendredi pour la veille de Noël aussi, donc rien à dire sur les bourses américaines. Toutefois, les contrats à terme, les contrats futurs préfigurent une ouverture pratiquement stable, voire en légère hausse pour le Nasdaq. Ici, nous avons donc les buybacks et à quelques séances de la fin, globalement, nous sommes d'accord pour dire que nous avons eu une année record pour les buybacks. J'ai fait un suivi de ce graphique toute l'année, surtout à partir du mois de juillet où on commençait, juillet-août, où on prenait très clairement le chemin pour atteindre de nouveaux records. Et sur la fin de l'année, vous voyez, à partir de septembre, on a eu un rallye au niveau des buybacks. Et globalement, aux États-Unis, 1219 milliards ont été annoncés de buyback, ce qui explique aussi la hausse assez impressionnante du S&P 500, qui a même inscrit un nouveau record en clôture jeudi. Effectivement, le dernier record, c'était en 2018. On était aux alentours des 1000 milliards, 1100 milliards, et en 2021, on a donc explosé ce nouveau record
Pour rappel, les buybacks sont tout simplement les rachats d'actions par les entreprises. Et le fait de racheter leurs propres actions, eh bien, cela permet de faire gonfler artificiellement le cours de bourse. Donc, si on fait un parallèle avec les buybacks records qu'on a eu aux États-Unis et la hausse du S&P, en parallèle du soutien monétaire et de l'expansion du bilan de la Fed, ça se traduit par un S&P 500 qui affiche une très belle performance de plus de 25% cette année, alors que le Dow Jones, il me semble, on est seulement à plus 15. Donc, encore une fois, grosse surperformance des marchés américains, qui s'explique aussi notamment par la politique qui a été très accommodante de la Fed, mais surtout par les buybacks. Toutefois, le CAC 40, lui, n'a quand même pas à rougir, puisqu'il affiche aussi une très belle performance cette année. Actuellement, il me semble qu'on est aussi aux alentours de plus 25%. En tout cas, année record pour les buybacks. Voyons voir si 2022, en tout cas, je ne pense pas qu'en 2022, on aura autant de buybacks. Mais voici les éléments, un des éléments en tout cas, qui explique la hausse et la performance du S&P 500. Ensuite, concernant le Covid, donc effectivement, les marchés s'inquiètent toujours du Covid, du variant Omicron qui est 10 fois plus contagieux, certes, mais encore une fois, si vous voulez, les marchés se projettent, ils sont dans l'anticipation. Ils évoluent pas à la date, à l'instantané, ils se projettent à 6 voire 12 mois. Et effectivement, là, c'est un graphique intéressant puisque les premières données britanniques montrent que le nombre de cas atteints des sommets effectivement inégalés, tandis que le nombre de décès reste stable, voire même diminue. Et ça, c'est un très bon point, puisqu'entre les vaccinations et l'immunité naturelle, en plus de l'approche du seuil historique de 2 ans pour une pandémie, sachant qu'en moyenne, la durée moyenne des pandémies passées, c'est environ 2 ans, nous pourrions assister au début de la fin de cette pandémie de Covid. Et en tout cas, c'est ce que les investisseurs actuellement price. Voilà pourquoi les marchés restent globalement bien orientés à la hausse. C'est tout simplement car le nombre de décès reste stable, voire diminue malgré l'explosion. Donc, ce qui montre quand même que le vaccin est efficace et surtout l'immunité naturelle aussi a un rôle important. Alors que ici, lorsqu'on n'avait pas du tout le vaccin et même aucune immunité naturelle, on voit qu'on avait eu un début de vague avec des décès qui avaient explosé en 2020, 2021, début 2021, la même chose, beaucoup de contamination, beaucoup de décès, et ici, effectivement, avec le nouveau variant, beaucoup et énormément de contamination, mais les décès restent stables, voire diminuent très légèrement. Et ça, c'est un signe positif, en tout cas pour le marché, c'est un signe encourageant, ce qui montre enfin qu'on pourrait, dans les mois à venir, si tout se passe bien, sortir doucement de cette pandémie et de cette crise sanitaire. De ce fait, les investisseurs se projettent et estiment que la lumière au bout du tunnel n'est plus très loin. Côté graphique, c'est très mou sur le CAC 40. Ça reste toujours, bien évidemment, haussier. Je reste toujours haussier sur l'indice français. On a eu une belle bougie, on a eu une belle semaine. Le CAC qui a finalement fait son rallye de Noël de fin d'année, plus de 30. Maintenant, on a eu cette fameuse sortie par le haut de triangle. Je pense qu'elle sera surtout confirmée à partir de la semaine prochaine. Parce que là, si on regarde les volumes depuis jeudi, voilà, depuis jeudi exactement, il y a très très peu de volume sur les marchés. J'ai le sentiment qu'on est sorti de ce triangle dans l'esprit de Noël, tout simplement.
mais que derrière, il manquait un catalyseur. On n'a pas eu de catalyseur, ce qui fait qu'on pourrait quand même se stabiliser. Ça reste haussier, en tout cas, aucune raison de vendre le CAC 40. Attendons de voir aussi les annonces que vont faire Castex et le président Macron dans la journée, mais globalement, je ne pense pas que les marchés vont se mettre à paniquer, sauf si nouveau confinement. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est envisagé par le gouvernement. En tout cas, techniquement, ça reste haussier. On est quand même sur des niveaux un peu hauts, je trouve. Un pullback serait vraiment préférable pour se positionner de nouveau sur le CAC, pour aller chercher les 7183 et de nouveau plus haut historique. Maintenant, si on se met en données 4 heures, voilà, en données 4 heures, j'aimerais bien un retour sur la Tenkan à court terme. Venir chercher la Tenkan avec un stop loss par ici pour aller chercher 7183 et 7300. Deux nouveaux records. Pour l'instant, on reste bien orienté à la hausse sur toutes les unités de temps, que ce soit 4 heures, daily. Le problème, c'est l'absence de volatilité, le manque de flux, très clairement. Compliqué là de payer le CAC 40 maintenant, je trouve. On peut rester comme ça toute la journée. À mon avis, c'est ce qu'on va faire. Voyons voir si les investisseurs américains donnent un petit coup de boost, mais ça m'étonnerait. On devrait logiquement avoir une semaine encore assez calme et de nouveau un retour de la volatilité des investisseurs à partir de la semaine prochaine. En tout cas, ici, l'idéal, ce serait voilà, un repli sur la Kijun, 7040 ou en données 4 heures, mais à mon avis, c'est la même chose. Pareil, 7042 pour se positionner sur le CAC avec un stop loss assez large et un premier TP, selon moi, à aller chercher à 7183, en tout cas les anciens plus hauts historiques. Et en cas de cassure, je viserai les 7300 points. Concernant le DAX. Le DAX, c'est pareil, on a une configuration relativement propre. Là, c'est pareil, on a eu quand même un beau setup haussier sur l'indice allemand, avec une cassure Tenkan Kijun, une nouvelle fois, en fin de semaine dernière. Cassure Tenkan Kijun, on était dans un range avec avalement haussier, bref, en données hebdomadaires, c'est quand même assez encourageant pour la suite. Alors, à confirmer surtout à partir de la semaine prochaine, mais en tout cas, je note des signaux haussiers de moyen long terme, que ce soit sur le CAC 40 avec cette sortie de triangle, que ce soit sur le DAX avec cette cassure Tenkan Kijun, comme la cassure Tenkan Kijun qu'on a eue il y a 2 semaines sur le Dow Jones. Donc là, des signaux encourageants et positifs à venir pour 2022, en tout cas pour les premières semaines de 2022. Maintenant, le DAX, si on affine un peu, on est dans un range. Donc là, il y a deux solutions, deux scénarios, c'est très simple. C'est soit on attend, soit on est positionné déjà sur la borne basse, auquel cas on remonte son stop loss, on prend des bénéfices, on attend de voir la réaction du marché. Si ça casse, eh bien c'est parfait. On reste dans ce trade. Celles et ceux qui n'étaient pas à l'achat pourront rentrer sur cassure et aller chercher les 16 000 points dans un premier temps. Voilà la zone qui va m'intéresser. Elle est juste ici, à peu près. TP1, ce serait d'aller chercher 15 980, 16 030. Ici, cassure des 15 825. Voilà le scénario. Celles et ceux qui sont positionnés depuis la borne basse ont déjà dû prendre des TP1 ici sur le milieu de range. Là, on est venu chercher le haut du range, pourquoi pas un TP2, garder un reliquat si ça casse, TP3 ici, et TP4, ce serait un plus haut historique. Donc là, on est dans un range pour l'instant. Les acheteurs gardent la main, le flux est haussier sur toutes les unités de temps, que ce soit daily, que ce soit 4 heures. Alors oui, une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range est possible, bien évidemment, mais pour l'instant, je ne note pas, en tout cas, de chandelier de retournement. Que ce soit en données 4 heures, on est plutôt sur des belles bougies flux bien vertes, donc
pas de bougie de retournement, pas de divergence baissière non plus. Et si je me mets en données horaires, c'est la même chose. Voilà. Ouais, au moins un joli break baissier, une belle bougie flux directionnelle horaire, un avalement. Pour l'instant, on est plutôt dans un marché qui est peut-être monté un peu haut, un peu vide, qui va revenir chercher certaines cannes, mais qui consolide. En tout cas, qui respire, surtout. Donc, aucune raison de vendre immédiatement le DAX. Si vous pensez qu'une rotation est possible, attendez au moins une bougie flux. Une bougie qui a un peu de corps, une bougie, un avalement baissier si possible. Mais là, très clairement, je note que les acheteurs gardent la main et que le flux est haussier en données horaires, 4 heures et DI. Et en parallèle, on a eu la cassure Tenkan Kijun. Donc, un repli pour venir chercher les 15 600 cette semaine, ça pourrait être intéressant pour se repositionner dans le sens haussier. Ça permettrait, vous voyez, 15 600 de venir faire le pullback, un peu comme ici. Lorsqu'on avait cassé, vous voyez, paf, on est venu faire le pullback, on est reparti. Donc là, on a cassé. Bon, si on peut essayer d'attraper le DAX par ici pour venir chercher un pullback avant de repartir. Mais en tout cas, le DAX comme le CAC, j'ai un biais haussier pour les semaines à venir. Le Dow Jones. Le Dow Jones, très belle clôture aussi. Finalement, on a eu quelques frayeurs la semaine dernière, en début de semaine surtout, mais comme je vous le disais, le sentiment que c'était un énorme trou d'air. Ce setup-là n'a pas été invalidé, on n'a pas eu de clôture déjà sous les plus bas. Généralement, le stop loss, il est quand même quelques points plus bas. Donc, et c'est surtout en clôture de bougie. Donc, pas de clôture. Ce setup est toujours vivant, toujours valide. Maintenant, on est sur résistance. Je continue d'être haussier sur le Dow Jones. Aucune raison d'être baissier. Déjà, on n'a pas de changement de retournement, que ce soit en hebdomadaire ni en daily. Jeudi, je vous disais qu'on pouvait aller chercher éventuellement les 15 936, 15 900, on n'est pas sur le DAX, 35 900, 36 000 points, donc des choses faites. Là, on est sur résistance. Il y a une petite résistance intermédiaire juste ici, voilà, un peu plus haute. Voilà, à peu près ici. Une petite résistance intermédiaire à travailler. Ça reste haussier. Si on casse, objectif, ce serait d'aller chercher les 36 180 et surtout de retourner vers les plus hauts historiques. En tout cas, en données daily, on s'inscrit une nouvelle fois dans un V-bottom. On a un magnifique V-bottom qui s'est formé. Attendons, la payer maintenant, forcément, c'est un peu tard. On est sous résistance, donc au moins attendre la cassure ou un repli sur niveau de support. Si on retourne sur les 35 630, pourquoi pas. Mais là, l'idéal, ce serait quand même d'attendre la cassure de cette zone pour se placer dans la dynamique haussière de court terme et l'accompagner le plus loin possible. Si on bascule sur le Dow Jones futur, voilà, on a notre magnifique V-bottom qui est toujours en place et une résistance daily. Ok, rien à dire de plus en données hebdomadaires. En données daily, on a une accumulation de mèches. Effectivement, on a vraiment cette résistance ici. On est venu buter à plusieurs reprises, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Effectivement, on a une zone intermédiaire, je pense, par ici. Voilà. Voilà la zone de prix qui bloque. Il faudrait une clôture au-dessus du seuil psychologique des 36 000 points. Effectivement, ce sera un bon point. Je pense que 36 000, ça reste un seuil psychologique, ça reste une barrière mentale. C'est ce qui fait obstacle actuellement. Donc là, on a une résistance intermédiaire. C'est pas une grosse zone de prix comme celle-ci, celle-là ou encore celle-là, mais le sentiment qu'on bloque sur un niveau psychologique de prix à 36 000 points. Maintenant, en cas de cassure, je viserai
36 400, 36 350. En tout cas, ça reste haussier. J'aime beaucoup la dynamique. On a eu des belles bougies. En données 4 heures, on s'inscrit toujours dans ce fameux V-bottom. Effectivement, il faudrait qu'on casse là les 36 000 points. Donc là, trop tard pour se positionner à l'achat. Au contraire, ne vous précipitez pas. On peut très bien retomber à 35 530. Dans ce cas-là, aller chercher des achats sur la zone basse juste ici. Si on ne retombe pas, on attendra la cassure des 36 000 points, un petit pullback pour aller chercher derrière les 36 400. En tout cas, c'est un objectif à aller chercher si on break cette fameuse résistance. Voilà globalement le scénario que j'ai sur les indices d'ici la fin de l'année et surtout à partir de début 2022. Maintenant pour le Forex, c'est mou. Honnêtement, le Forex, c'est ultra mou. Il se passe pas grand-chose. L'euro-dollar enfermé dans son triangle, finalement. Cette petite oblique que j'ai réajustée ici a son effet. On n'est pas vraiment dans un range. On n'arrive pas à aller chercher les 1,1370. On a une belle oblique là qui vient coiffer les prix. L'euro qui ne fait plus rien. Et comme je vous le disais depuis la semaine dernière, je pense qu'on va terminer l'année comme ça. En fait, il n'y a plus rien à faire sur le Forex, en tout cas sur l'euro-dollar, il n'y a plus rien à faire. Il va falloir revenir un peu plus tard, mais on est bien parti pour terminer l'année compressée à l'intérieur de ce triangle, avec de faibles amplitudes. Donc rien à faire. Pour ma part, j'ai toujours un biais baissier, mais en l'absence de flux, en l'absence de volatilité, il n'y a aucun intérêt à mettre en place un plan de trading, sachant qu'il ne va sûrement pas se dérouler comme prévu avant 2022. Donc, je garde un biais baissier avec les 1,1180 en ligne de mire, mais pour l'heure, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, on a un petit range. Si vous êtes à l'aise pour faire du trading intraday sur l'euro-dollar, bon, effectivement, il y a de quoi prendre quelques pips, mais en swing trading, l'année est bouclée. À mon avis, on va rester enfermé dans ce triangle, dans l'attente d'un prochain catalyseur pouvant déclencher un mouvement flux et directionnel, soit en direction du nord, soit en direction du sud. Le sentiment pour ma part que la tendance baissière va reprendre ses droits. Néanmoins, il me faut un catalyseur. Et pour l'heure, là, pourquoi pas essayer de revendre au plus proche des 1,1370 sur une bougie flux, avec une bougie flux à protéger très rapidement. Effectivement, ça pourrait être intéressant, surtout si derrière, on continue de dégringoler doucement, mais qu'on se rapproche de la borne basse. Au moins, ça pourrait être... ça permettrait d'avoir une marge de manœuvre et un peu d'avance. Maintenant, sans signal, c'est compliqué. Et là, le seul signal que je surveille une nouvelle fois, ce serait une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, un peu comme celle-ci. J'estime que celle-là n'est pas invalidée, toujours. Pour moi, le stop loss, il est au-dessus de la mèche ici à placer, donc au-dessus des 1,1383. Mais il n'y aura pas d'action, donc voilà pourquoi je pense qu'il va aller ignorer ce signal, voir si on n'en a pas une nouvelle, mais en l'absence de flux et de volatilité, on risque d'être dans un état assez léthargique encore pas mal de temps. Le GBP USD. Le GBP USD qui, lui, a bien confirmé la sortie de son range par le haut. Je visais les 1,3460. En tout cas, le premier objectif avait été atteint, la sortie de range par le haut. Enfin, la Kijun, je vous disais qu'on était dans un range. Si certains ont gardé un reliquat pour jouer la cassure par le haut, très bien. Là, ça commence un peu à caler, c'est dommage. Maintenant, on a quand même eu une belle bougie ici, on a cassé une résistance. Tant qu'on ne repasse pas sous la zone, j'estime que les acheteurs à court terme, ils gardent la main. Donc là, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher la Tenkan et le bas du nuage juste ici. Mais bon, très peu de conviction. En tout cas, là, depuis vendredi, comme je vous le disais, sur le Forex, je pense qu'il va falloir revenir l'année prochaine
et que jusqu'à la fin de la semaine, ça va être assez mou, avec peu d'action. Mais sinon là, je visais la MM50 à court terme. MM50, 1,3460, mais je visais pas plus haut. En données 4 heures, ça reste haussier après, hein, ça reste haussier, mais l'objectif idéal, ce serait ici, pas de plan de trading, sauf pour celles et ceux qui sont déjà positionnés suite au marteau qu'on avait eu ici, ou à la cassure ici, pourquoi pas, mais pour les autres, passez votre chemin, revenez plus tard. Là, j'estime que c'est plutôt du suivi de position, et dans ce cas-là, remontez vos stops, prenez quelques bénéfices, et puis revenez plus tard et mettez un TP vers les 1,3460 et s'il est pris, tant mieux. Si ça retombe, eh bien vous avez pris des bénéfices entre temps et vous faites stopper à break-even ou avec un stop win. Voilà. Ni plus ni moins. L'euro-yen, pareil, suivi sur l'euro-yen qui avait quand même déclenché un beau signal, je trouve, en fin de semaine dernière. Ça reste toujours convaincant, on est venu effectuer notre pullback. Pour rappel, on avait ce fameux range de consolidation sorti par le haut en données 4 heures. Je vous disais aussi la semaine dernière, ce qui me plaisait sur cette paire, c'était le chandelier de retournement, les deux chandeliers de retournement, avec en premier le marteau inversé ici, qu'on avait eu. Là, c'est vrai que j'avais pas noté, on avait quand même eu un petit dark cloud cover, marteau inversé, mais surtout l'avalement qui est en cours de formation. Je vous disais, on a ouvert avec un gap baissier, on est en train de faire un avalement haussier, ça peut être intéressant pour la suite. Donc effectivement, il est validé. On approche près d'une grosse zone. Là, c'est la zone chaude ici. MM50 Kijun Tenkan, donc 130, 130, 50. Ça va être un gros niveau à franchir, mais si on casse ce niveau, je pense qu'on va aller chercher bien plus haut que l'objectif théorique. Donc ici, il faudra mettre son stop à break-even une fois qu'on arrivera dans cette zone. Maintenant, si on bascule en données daily, voilà, on a eu le double creux. Pour ceux qui sont rentrés ici sur le pullback, au moins, eh bien, vous êtes en gain. Mettez votre stop à break-even dès qu'on arrive par ici. Là, ça risque de bloquer un petit moment, en tout cas, on est sur une grosse zone. L'objectif théorique, lui, est bien plus haut. Il est vers les 130, 50, 130, 75. Mais voilà, si on casse cette zone, je pense vraiment qu'on va aller chercher au moins les 132. Ce serait mon objectif. Pour l'heure, voilà, c'était ça l'objectif, 130,84, mais à mon avis, on a très largement la capacité d'aller chercher plus haut si on passe cette fameuse grosse zone qui est compliquée. Pour l'heure, ça reste haussier, en tout cas, on a une confirmation d'une reprise haussière. Le stop loss, je l'avais placé juste ici. Pour l'instant, c'est bon. Celles et ceux rentrés sur le pullback, très bien. Pensez à mettre votre stop loss à break-even par ici. Là, je trouve qu'on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre. 50 pips pour celles et ceux qui sont rentrés sur le pullback. Bon, c'est un petit peu limite. J'aurais préféré un peu plus de pips vers la zone chaude, en fait. Pourquoi pas prendre un petit TP1 ici, mettre le stop à break-even, et derrière, si ça casse, objectif 132. On avait à peu près la même chose pour le NZD-Yen ou l'AUD-Yen, je ne sais plus. Ah, c'est le NZD-Yen. Là, c'est pareil. On est sur ce fameux sortie de range double creux. Deux scénarios. Le scénario agressif qui consistait à rentrer maintenant, jeudi, ou plus prudent. C'était celui que je pas que je recommandais, mais qui me paraissait le plus judicieux, étant donné qu'on avait cette MM200, cette Kijun qui venait nous faire obstacle. Donc, effectivement, on a une belle figure de retournement ici, 3 bougies flux, le même constat que sur l'euro-yen, avec l'avalement haussier qui a été confirmé. Juste ici, on a fait un gap baissier, on a avalé le doji, donc là, on a la même configuration que sur l'euro-yen, donc une structure nous invitant à une reprise haussière sur cette paire. Ensuite, le seul élément qui me dérange, c'est effectivement, on est sur zone. On est sur zone, on a une résistance intermédiaire.
Je vais vérifier le cours dans un premier temps. Mais je pense qu'on a une. Voilà, elle est juste ici, on la voit très bien. Paf, on est sur zone de polarité. C'était ça qui me dérangeait. Vous voyez cette belle zone qu'on a, tac. On teste, on casse, on reteste, on reteste, on reteste. Et si on met l'Ishimoku, hop, notre Kijun va se mettre à plat très rapidement sur cette zone-là. Voilà pourquoi je vous disais, d'un point de vue, si on enlève l'Ishimoku, qu'on ne regarde pas les zones, purement chartiste, effectivement, on a un double creux qui est validé. Maintenant, si on ajoute quelques filtres, on a la MM200 au-dessus de la tête, la Kijun au-dessus de la tête, et j'aimerais une cassure au-dessus de ce niveau. Voilà, si on break les 78-20, eh bien, objectif, bas du nuage, dans un premier temps. Bas du nuage, MM50. Voilà pourquoi je vous disais d'attendre encore un peu. Pour moi, ça reste le meilleur scénario. Même si là, en données 4 heures, c'est validé, vous voyez quand même que la MM200 continue de coiffer en données 4 heures. Et que derrière, si c'est confirmé, je vous avais placé le stop loss par ici, je pense qu'on pourrait le remonter, attendre cassure des 78-20, et en cas de cassure des 78-20 et break H4 de la MM200, break des lignes de la Kijun et de la MM200, dans ce cas-là, un stop loss ici, entrée de position, et TP1 par ici. 79,45, 79,22. Donc là, ce serait le TP1, et en cas de cassure, un TP2. Les 81,45. Ok. Un peu loin, 81,45. Quoique. Par ici, en fait, 94, ok. Mais surtout le TP1 qui est important, ce serait cette zone-là. Dans cette zone. Voilà. Là, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Ici, mise à BE du stop, même un peu avant. Et derrière, si ça casse, comme sur l'euro-yen, on pourra aller chercher bien plus haut. Mais dans un premier temps, voilà, attendre la cassure de cette belle zone chaude, un stop loss sous notre Tenkan, par ici, et derrière, un petit objectif à aller chercher en TP1 dans la zone juste là. Le gold, toujours enfermé dans son range, malheureusement, et je pense que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Bloqué par la Tenkan. Le point positif, encore une fois, c'est qu'on est au-dessus de la zone. Le sentiment que les acheteurs tentent doucement mais sûrement de reprendre l'ascendant psychologique. Néanmoins, ça reste quand même encore un peu fragile, je trouve. On n'a pas vraiment de bougie flux, pas de bougie directionnelle. On préserve juste des gros niveaux de support. Et je surveille, et surveiller plutôt, je ne serai pas là, je serai absent en fin de semaine, mais surveillez votre clôture mensuelle, encore une fois. Car là, on est au-dessus de la Kijun, de la Tenkan, et si on retombe, eh bien, il faudra recommencer tout le même travail, tout le travail en 2022, en tout cas pour janvier 2022. Donc là, c'est vraiment un élément que je surveille et que je scrute, c'est la cassure, soit de la Kijun par le bas, soit de la Tenkan par le haut. Donc là, on s'oriente vers une cassure par le haut, et effectivement, ce sera un très bon point à moyen long terme. Pour l'heure, j'ai le sentiment qu'on est dans un triangle de consolidation toujours à moyen long terme, et que je m'attends à une sortie par le haut, effectivement. Voilà, pour rien de vous cacher, je pense que le gold pourrait revenir sur le devant de la scène en 2022, en tout cas. Mais pour cela, il faudrait qu'on confirme certains signaux sur les unités de temps plus hautes. Ça commence par la donnée mensuelle, et là, en donnée hebdomadaire, sera la cassure des 1850. Maintenant, en données 4 heures,
surtout, je vous avais montré le range. Et là, ça rate pas, on est en plein dedans. Nouvel échec sur la borne haute. Certains verront peut-être une épaule, tête, épaule, inversée. Elle est un peu tirée par les cheveux, honnêtement. Elle n'est pas magnifique. J'ai plutôt envie d'avoir un peu un rounding bottom, vous voyez, plutôt un rounding bottom, avec une épaule, tête, épaule inversée. Voilà, le pivot clé, ça reste 1811. Alors, on a buté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça fait maintenant 1 mois qu'on travaille ce niveau. Donc là, forcément, à surveiller 1811. Si on casse ce niveau à la hausse, objectif 1830, ensuite 1850. Et si on casse la borne haute de ce triangle symétrique, alors là, on pourrait enfin assister à une reprise haussière et un redémarrage de la dynamique primaire. Pour rappel, dynamique primaire haussière, dynamique secondaire, je dirais pas mi-baissière, mi-phase de stabilisation, latéralisation un peu larvée. Et si on casse par le haut, effectivement, c'est reprise de la tendance de fond de long terme qui est haussière. Et donc là, on pourra sûrement aller chercher un peu plus haut. Pour l'instant, ça reste des perspectives, mais pareil, je vous présente un peu les différents scénarios qu'on peut avoir à partir de 2022 sur le gold. Le Brent. Bon, le Brent, assez surpris de ce qu'il a fait, le pétrole Brent. On ne va pas s'emballer, dans le sens où on a quand même eu la cassure Tenkan Kijun en fin de semaine dernière, avec 0 investisseur et 0 volume. Et ici, il n'y a absolument aucun volume. La cassure Tenkan Kijun, ça reste un bon setup, mais c'est quand même mieux quand il y a un peu de volume. Donc là, effectivement, c'est cassé. On est sur support. Donc là, très clairement, il ne faut pas vendre le pétrole, sauf si bull trap. Mais pour l'instant, ça tient, en tout cas. La cassure Tenkan Kijun a été validée avec sortie de Chikou au-dessus des prix. Maintenant, est-ce que c'est un vrai signal? Ça, j'en suis moins sûr. Donc, pareil, le pétrole. Faites attention. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis, ne vous précipitez pas surtout, attendez au moins l'ouverture des bourses américaines, étant donné que c'est un marché qui est drivé essentiellement par les Américains, mais là on est sur support. Là j'estime, j'ai un peu de doute sur le signal qu'on a eu en hebdomadaire, mais en tout cas pour l'instant on est sur support. Donc on ne vend pas un support. Si effectivement on reclôture sous les 75,26, j'estime qu'on aurait eu un bull trap et qu'il faudra de nouveau se méfier. Pour l'heure, on a fait un gap baissier, effectivement, mais pour autant, on n'a pas eu une dégradation, une réintégration du range. On est pile poil dessus, donc je surveille sur ton donné 4 heures. Et j'attends confirmation, car effectivement, si on prend l'image ici, on peut avoir un doute. Certains seront tentés de réajuster le range, comme cela. Mais c'est la clôture hebdomadaire qui me fait douter. Et qui me dit que peut-être que les acheteurs sont en train de tenter quelque chose et qu'il ne faudrait pas réajuster le range. En tout cas, j'attendrai un peu sur le pétrole. Pas de vente, ça c'est une certitude. En tout cas, là c'est trop tôt et trop risqué par rapport au signal qu'on a eu en hebdomadaire. On est sur un pullback, enfin un pullback, un pullback sur borne haute de range et on n'a pas de bougie de retournement. Et bien évidemment, si on break, on a une bougie flux 4 heures qui break les anciens plus hauts, ce niveau et ce niveau, alors il faudra chercher des achats pour aller chercher les 79,84.
Voilà le plan que j'ai actuellement sur le pétrole. Et si on réintègre comme un dingue le range, ici, effectivement, annulation de la cassure Tenkan Kijun hebdomadaire, bull trap et sûrement scénario de range à prévoir. Mais pour l'heure, on dirait que les acheteurs ont envie de tenter quelque chose. Donc, à confirmer avec la séance aujourd'hui pour voir si finalement hier, en fin de semaine dernière, c'était juste l'esprit de Noël qui était là et tout a monté, hein, de toute façon, les cryptos, le BTC, les indices, le pétrole. Donc, est-ce que c'était un peu cet effet Noël qui a fait grimper le pétrole? Mais effectivement, pour l'instant, c'est pullback, donc ça tient. Effectivement, si on retombe trop bas, ce sera invalidation de ce setup. Mais pour ça, attendez l'ouverture américaine, étant donné que c'est surtout les investisseurs américains qui drive le marché. Le light, c'est ça qui me dérange. C'est vraiment ça qui me dérange. Alors sur le Brent, c'est positif, et sur le light, pas du tout. Alors pas du tout. Bien au contraire. On a même envie de revendre. Donc voilà pourquoi je me méfie. Parce que j'ai des signaux contraires. Un signal qui est confirmé sur le Brent, en tout cas qui tente de se confirmer. J'estime qu'il faut un élément en données 4 heures. J'attends quand même une bougie flux haussière pour vraiment confirmer l'élément sur une tête de temps hebdomadaire. Mais ici, ça sent le bull trap. Ça sent le bull trap. On est venu bloquer là. Et en données hebdomadaires, encore une fois, là, on est vraiment venu chercher notre Tenkan et notre Kijun, mais on a eu la cassure Kijun, mais pas Tenkan. Et derrière, ça retombe. Donc là, pareil sur le WTI, je voudrais, pour être sûr, confirmer la reprise haussière, une clôture hebdomadaire au-dessus de 74. Effectivement, si j'ai une clôture hebdomadaire au-dessus de 74, eh bien, je pense que le Brent et le WTI seront mûrs pour repartir en direction des prochains niveaux de résistance. Mais pour l'heure, n'allez pas sur des marchés un peu piégeux. Car là, je trouve qu'on a des signaux contradictoires entre le WTI, qui nous indique très clairement le bull trap, et le Brent, qui au contraire valide le signal, est sur le fil du rasoir en faisant son pullback. Voilà pourquoi pas de précipitation et attendons l'arrivée des investisseurs américains pour avoir un peu plus de visibilité derrière. Les cryptos. Finalement, sur les crypto-monnaies, on a eu un beau cadeau de Noël aussi. Je vous disais, l'idéal, ce serait d'avoir en données hebdomadaires un avalement haussier. Je m'en souviens très bien, je vous disais ça jeudi. Un avalement haussier qui nous ferait une cassure Kijun et break des 50 500 $. Et on a eu cette belle bougie. On a vraiment eu une belle bougie ici. J'aime beaucoup la configuration. Fausse cassure de la moyenne mobile 50 suivie d'un avalement, un peu comme ici. Le BTC avait déjà reproduit ce même schéma un peu par ici, là. Fausse cassure, derrière un peu une bougie flux, c'était quand même remonté derrière. Bref, c'est un schéma qui est reproduit assez souvent. C'est mou en ce début de semaine sur les cryptos, mais on a eu une bougie encourageante, très clairement, avec potentiellement un creux de marché derrière nous, à court terme. En tout cas, pour l'instant, avalement baissier, moyenne mobile 50 préservée, cassure Kijun, et enfin une cassure de résistance. Je vous disais, préserver les supports, c'est bien dans une dynamique haussière, mais on est dans une dynamique haussière, donc ce qui compte, c'est pas de préserver les supports, c'est de casser des résistances. Donc là, on a enfin cassé une résistance. Bien évidemment, la résistance qui m'intéresse, comme vous le savez, c'est les 53 250, mais on commence doucement mais sûrement à reprendre le chemin de la hausse. Et ça, c'est un très bon point. Voilà, après une phase de dégringolade, grosse stabilisation, belle bougie flux
mardi, belle bougie flux jeudi, là on se stabilise, mais on est au-dessus d'une résistance. En tout cas, on a cassé enfin la première résistance. Le deuxième gros niveau, c'est les 53 250. En parallèle, sortie du canal haussier, donc voilà, vraiment plusieurs phases, hein, comme ici, phase baissière, phase de stabilisation, reprise haussière, phase baissière, phase de stabilisation, début de reprise haussière. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte qui nous indique potentiellement un creux de marché à moyen terme. Donc là, le prochain objectif à aller chercher, c'est 53 200. Alors, on a un gros niveau, 53 650, 53 200, c'est le pivot clé à franchir pour confirmer la reprise haussière et derrière repartir sur des niveaux plus conséquents. En tout cas là, en données 4 heures pour affiner, voilà. Un peu ce fameux rounding bottom, pareil. Mais belle bougie 4 heures qui a cassé effectivement, c'est les 50 500. On est retombé, là on est reparti un peu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. Finalement, ça se stabilise et je pense que ça pourrait repartir. Alors, est-ce qu'on va aller à 70 000? Ça, je n'ai absolument aucune idée. Mais graphiquement, quand je vois pareil, on a des cryptos qui ont explosé là, durant le week-end et en fin de semaine dernière, il y a des flux qui arrivent sur les cryptos. Là, j'ai noté qu'il y avait du flux qui arrivait sur certaines cryptos. Alors, pas encore sur les grosses, pas vraiment sur le Binance Coin, le BTC, un peu moins, l'Ethereum, ça reste mou, mais on a eu du flux qui est rentré sur pas mal de cryptos, et ça, c'est de bon augure. Donc, ce qui montre effectivement qu'on a cette phase de stabilisation, que les grosses sont un peu à la traîne, mais que les investisseurs sont quand même encore attirés par voilà, les métaverses, le gaming, ce genre de choses. Certaines crypto NFT, donc il y a un engouement, il y a de l'enthousiasme en tout cas. Il y a eu une récente embellie et ça je trouve que c'est un véritable plus pour la suite. Et je pense que derrière, ça se voit sur la structure graphique des prix qu'on a juste ici. Et à mon avis, on pourrait commencer 2022 sous les meilleurs auspices en tout cas. Et pourquoi pas, comme je vous le disais, alors aucune idée si on va aller chercher les 70 000, repartir vers les plus historiques, mais là, on s'oriente bien pour aller chercher 53 000 et 55 000. Maintenant, je pense que ça devrait rester encore un peu mou jusqu'à la fin de la semaine et devenir un peu plus punchy, tout simplement à partir de la rentrée 2022. L'Ethereum, c'est à peu près pareil. Mais encore une fois, hein, je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est la clôture hebdomadaire. Et la clôture hebdomadaire est belle. Voilà. Encore une fois, la zone est préservée. On l'aura préservée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est incroyable. Mais toujours encore l'importance des unités de temps supérieures et de la clôture hebdomadaire sur les crypto-monnaies. Vous voyez sur le BTC, on voit sur l'Ethereum aussi, c'est elle qui nous indique vraiment les invalidations, tout simplement. Donc, pour l'instant, ça reste haussier. C'est un peu mou, je le reconnais. Donc là, en hebdomadaire, forcément, on a un petit niveau à passer, c'est la Tenkan, ici, 4140. Donc ça, c'est l'obstacle actuellement à court terme. En données daily, on est en crabologie, ce que j'appelle une reprise en crabologie. Ça monte, on en fait 2 pas, on recule de 3 pas, on avance de 4, on recule de 2, on avance de 1, on recule de 2, on avance de 3, on recule de 1. Vraiment un peu cette montée en crabologie, en dents de scie, très clairement. On est en plein dans la zone. Mais je reste quand même toujours positif sur l'Ethereum. On a quand même eu la sortie de biseau par le haut en données 4 heures, qui elle n'est absolument pas invalidée. Voilà. Là, si je zoome un peu. Bon, elle ne sert pas à grand chose cette oblique. Mais cette sortie de biseau. Donc pour l'instant, ça tient.
On avait un joli biseau, sorti par le haut, hop, ça repart, mais c'est mou. Donc ça pourrait rester mou comme ça très longtemps, jusqu'à la rentrée avant de repartir véritablement. Et effectivement, l'objectif théorique, ce serait de retourner vers les anciens plus hauts historiques. Mais globalement, pareil que pour le BTC, je note des signaux haussiers encourageants sur les unités de temps supérieures. Maintenant, la dernière étape, ça reste la divergence, qui est en cours de formation sur le BTC et l'Ethereum. Pour l'instant, elle n'est pas validée. À confirmer. Voilà ce que je vous invite à surveiller pour cette fin d'année. Sur l'Ethereum, c'est la divergence. Donc là, plus on va remonter, mieux c'est, et plus l'avalement baissier qu'on est en train de former va perdre en pertinence, tout simplement car un avalement baissier qui a trop de mèches, généralement, ça a tendance à dysfonctionner, puisque la force acheteuse se trouve dans le corps des bougies, l'hésitation des acheteurs et des vendeurs dans les mèches, et la force vendeuse, pareil, dans le corps des bougies, pas dans les mèches. Et donc, une bougie qui a beaucoup de mèches, finalement, malgré un avalement, montre de l'hésitation et de l'indécision de la part du marché. Donc là, pour l'heure, ce serait bien qu'on clôture au-dessus des 4180, ce serait même plutôt beau, et ça invaliderait pour ce mois-ci la divergence mensuelle. Pareil pour le BTC. Là, on est limite, mais en clôture, ce serait sous les 60. Et donc pour l'instant, on est au-dessus et la div n'est pas validée. Bien au contraire, on a des beaux signaux sur des unités de temps plus courtes, à confirmer néanmoins en clôture mensuelle dans quelques jours. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme je vous le disais, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine et surtout, je suis absent à partir de demain et ce pour toute la semaine. Donc, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, étant donné que je ne vais pas vous revoir. Et j'espère vous revoir en forme à la rentrée en janvier pour une nouvelle émission avec vous et surtout de nouveaux projets à vous présenter pour cette nouvelle année. Passez une excellente semaine, de bonnes fêtes. Encore une fois, profitez bien de vos proches et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles émissions sur la planète finance.